Moi, je me suis posé une question. Pourquoi est-ce qu'on dit communauté israélite? C'est vrai ou pas? C'est quoi le Talmud? C'est quoi les Géonim? On peut dire la trilogie du Seigneur des Anneaux? Donc, tu vois, c'est pas clair en fait. Et j'ai dit plein de choses, mais en fait, j'ai rien dit. Si t'as fait attention. Et bah bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième partie de deuxième épisode du podcast Conversation avec mon rabbin sur le thème Qui sont les Juifs? On va continuer ce qu'on a abordé dans la première partie. Je suis Nathan Smila, je suis là pour animer ce podcast avec le grand rabbin de Genève, mon ami, le Rav Michael Ben Admon. Bonjour Nathan. Comment ça va? Baruch Hashem et toi? Baruch Hashem, un peu fatigué. Moi, je pense qu'on peut te dire pourquoi. On peut le dire. Allez, vas-y, je te laisse le... On peut le dire. Bah, j'ai la chance d'avoir eu des jumelles. Mazal Tov. Voilà, elles viennent de rentrer à la maison. Donc, je vais faire mon maximum pour rester concentré avec toi Eh sur bien, cet écoute, épisode. Nathan, il y a deux bénédictions que j'aimerais te faire. La première, bah, évidemment, bonne nuit. Parce que c'est pas évident maintenant. Et j'aimerais également te dire une blague que je dis aux personnes qui ont des filles. Mhm, Tu sais, Nathan, que lorsqu'il y a une fille à la maison, il y a de la lumière à la maison. ok, Mais pourquoi? je connais la suite. Parce que tant qu'elle n'est pas rentrée, on ne dort pas. Baruch Hashem, c'est une belle nouvelle, c'est une belle famille. Et donc, si Dieu veut que vous ayez vraiment beaucoup de réussite et Amen, amen. dans l'éducation, dans le couple, dans le fait justement d'amener de la lumière dans ce monde. On a besoin de lumière dans ce monde. Amen, on a Voilà. besoin. Merci beaucoup pour tes mots. Voilà. On y va? Allez. Alors, pour rappel, dans la première partie, on avait beaucoup parlé du monde Haredi, du monde ultra-orthodoxe. Là, ce que je te propose, c'est qu'on continue de parler de tous ces grands mouvements, de tous ces grands groupes religieux et d'explorer quelles sont leurs différences, quels sont leurs points communs entre tous, d'où ils viennent, combien ils sont. Donc, tu vois, vraiment d'explorer, d'essayer de faire une espèce de tmouna, comme on dit en hébreu, une image globale de ces groupes-là, pour qu'on ait D'accord. à la fin de cet épisode une compréhension de tous ces grands groupes-là. D'accord. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, après notre discussion, en quelle mesure on peut dire qu'il y a les Juifs. On dit souvent de l'extérieur, il y a les Juifs. Mhm. Et quand on va commencer à rentrer dans les détails, on va se rendre compte qu'il y a des Juifs qui pensent A, des Juifs qui pensent B, des Juifs qui pensent C, certains qui pensent le contraire, évidemment, des autres. Et en quelle mesure on pourrait, en fait, après, continuer à dire, ben, il y a les Juifs, d'une façon extrêmement globale. Ouais, on essentialise alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. On peut C'est- pas dire les juifs, tout le monde n'est c'est-à-dire pas d'accord, tout le monde n'a pas la même vision. C'est-à-dire qu'en disant les Juifs, on considère en fait qu'on est avant tout justement partie du même peuple, ce qu'on avait dit la dernière fois. Mhm, Et puis dans ce peuple-là, on a différentes couleurs, différentes variantes. mhm. Mais après, évidemment, si on dit les Suisses, par exemple, les Français, alors c'est vrai qu'on partage, on va dire, les Israéliens, on partage une carte d'identité, mais il y a également peut-être autre chose, Oui, c'est une de l'ordre nation de la multi... mentalité, de c'est- l'ordre de la ouais. mentalité, de l'ordre de la culture. Est-ce qu'il y a ce substrat, Mhm, cette base qui est partagée par tous les Juifs, par exemple, mhm. au même titre que tous les Israéliens auraient une certaine qualité? C'est une question importante parce que certains veulent dire, par exemple, qu'il n'y a pas de peuple juif. Pas parmi ceux qui nous en veulent et qui essayent de nous de contrecarrer notre existence, comme Shlomo Sand. Ouais. Et on n'en dira pas plus. Mais véritablement, même au sein du peuple juif, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un peuple juif, au fond? Qu'est-ce que ça veut dire les juifs? Si on pense pas la même chose, on n'a pas les mêmes vues, on n'a pas les mêmes origines ethniques, on Mhm. ne parle pas la même langue, on n'habite pas au même endroit. Hein, le fameux professeur Leibovitch, lui, qui avait un discours qui allait dans ce sens. Dans quel sens? Ben, justement, qu'il est il est très difficile de parler des juifs comme étant d'une seule entité, de quelque chose qui partage une conception, euh, on va dire, qui soit commune. Alors, on peut avoir, en effet, Leibovitch parlait de la halakha. Mhm. Il disait ce qu'il y a de commun aux juifs, c'est la halakha. Comment tu traduis halakha? On va dire la loi juive, c'est-à-dire le D'accord. respect de la loi juive. Mhm, Mais ça, c'était peut-être bon au niveau de Leibovitch quand on avait des juifs qui étaient tous pratiquants. mhm. Mais dès lors qu'on a passé le moment de la sécularisation et qu'on a une grande partie du peuple juif qui n'est plus pratiquante, alors à ce moment-là, en quelle mesure on peut dire qu'il y a un peuple juif? Leibovitch disait, on ne peut plus le dire. Ah ouais, carrément. Parce que ce qui nous unissait n'était pas les idées, on a toujours eu des idées différentes. Ce qui nous unissait, c'était justement la pratique commune. Tu peux partir tu vas dans une synagogue à Singapour, à New York ou à Jérusalem, a priori,
séfarade ou ashkénaze, mais tu as le même rite, le même sidour, le même Shabbat, le même. On est dans quelque chose qui nous unit. Mhm. Mais dès lors que le point qui nous unit disparaît, alors qu'est-ce qui reste? Et- Tu sais à quoi ça me fait penser? Il y a un grand groupe, j'allais dire religieux, c'est drôle, tu vas comprendre pourquoi, c'est les laïcs, les chilonimes, qui sont pas du tout religieux, du coup. Mais ce que j'ai observé, c'est que, ou plus ou moins, il y a des petites touches, mais quand j'ai habité en Israël, ce que j'ai observé, déjà, c'est que c'était un groupe important et qui avait une certaine revendication de l'identité juive à travers l'identité israélienne. Donc la nouvelle identité israélienne, l'identité des kibbutz, l'identité du peuple qui retourne sur sa terre et qui a plus trop besoin de la halakha ou de la Torah ou de la loi juive. Mais quand je creusais, que je discutais avec des chilonimes, des laïcs, en tout cas, eux déjà, ils se définissent comme ça. C'est pas un tabou en Israël. Alors que tu vois, en France, la communauté juive séfarade, par exemple, c'est rare d'avoir un séfarade qui dit non, mais moi je suis laïque. Non, pas du tout. Il dit voilà, moi écoute, je suis juif, traditionnaliste, je vais plus ou moins à la synagogue. Il n'y a pas cette revendication d'être juif laïque. Mais là-bas, quand je creuse à travers mes discussions, il y avait quand même des petites phrases qui me disaient ah, mais le vendredi soir, on fait le kiddush. On fait la bénédiction sur les chalotes, etc. Donc il y a des petits trucs comme ça. et donc, qu'est-ce que tu apprends de là? Bah, ce que j'apprends de là, c'est que, contrairement à ce que dit ce certain Leibovitch, c'est ça? J'ai l'impression que aujourd'hui, à travers ce groupe-là, qui se dit laïque et qui ne va plus à la synagogue et qui ne pratique pas, il y a quand même des points d'attache culturels, on va dire. Et la culture, c'est ce qui lie un peuple aussi. C'est ce qui fait un peuple, la culture israélienne, la culture de la Torah, l'étudier comme un texte, mais pas comme une loi juive. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je Moi, c'est ça crois. que que j'observe en tout cas. Moi, d'abord, je pense que le concept de laïcité, comme on l'entend en Europe, en tout cas en France, hein, ne recoupe pas le concept de chiloun euh, israélien, donc laïcité israélienne. C'est pas le même débat, c'est pas la même question. Et je pense que qu'en Israël, quelqu'un qui se dit chiloni, c'est avant tout la déclaration d'une appartenance à un groupe social. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, si tu poses la question à un Israélien dans la rue, il te dira facilement, je suis chiloni, Mhm, je suis laïque. mhm, Mais comme tu l'as fait maintenant, tu lui dis, mais est-ce que tu fais le kidouche le vendredi soir? Ah bah bien sûr. Est-ce que tu as une mezouza à l'entrée de ta maison? Bah évidemment. Est-ce que si tu as un enfant, tu vas faire la brit mila et circoncision? Bah quelle question? mhm. Et en vérité, on se rend compte il y a pas en fait de khafifa, c'est-à-dire de corrélation absolue entre la déclaration du groupe auquel je veux appartenir Mhm. et la pratique religieuse que j'ai. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, évidemment. C'est en fait une conclusion de l'Institut Guttman. L'Institut Guttman, c'est un institut en Israël qui fait tous les 3 4 ans, je ne sais plus, des sondages sur la population israélienne Ok. et sur les tendances religieuses. Mhm, Et donc, ils partagent la population israélienne en 4 parties. On a les Haredim, mhm. les Datim, les religieux, c'est donc plus ou moins le public sioniste religieux. On a les Massortim, c'est-à-dire les traditionalistes, et les Chilonim. Ok. Bon, je ne rentre pas maintenant dans l'analyse des 4 catégories, je pense qu'il manque des catégories là-bas, justement. Mhm. Mais ce qui est sûr, c'est que, et c'est très intéressant, c'est que, première question, à quel groupe tu appartiens? Certains vont dire, je suis Haredi, je suis Chiloni, je suis. Bon. Deuxième question, au vu de l'affiliation que tu as déclarée, quelle est ta pratique religieuse? Est-ce que tu pratiques énormément? Tu pratiques pas mal? Tu pratiques peu? Ou tu pratiques pas du tout? Mhm. Et là, on aurait pu imaginer que le Haredi, ben, évidemment, on va dire, je pratique énormément. Voilà, naturellement. Naturellement, parce que c'est plus ou moins la définition, eh ben on a, c'est vrai, un tout petit pourcentage de personnes qui se déclarent Haredim, mais qui font rien. Les maranes, quoi, si tu veux. Ok. Mais la définition importante, c'est que quand on compare les deux groupes traditionnalistes et laïques, on se rend compte que les deux veulent s'affilier à deux groupes sociaux différents, groupements différents, mais qu'au niveau de leur pratique religieuse, c'est quasiment la même. Traditionnaliste et laïque. Ouais. Ok. Et donc, ils font tous le kidouche, quasiment tous, quoi. Le kidouche le vendredi soir, voilà, les grandes choses dont j'ai parlé maintenant. Une Mhm. cache-route assez folklorique. C'est-à-dire, Ok. on n'est pas nécessairement dans la cache-route absolue, mais on va pas non plus manger du cochon. Ouais. Tu vois ce que C'est je veux le dire? poulet bio. Voilà, par exemple. Mais c'est très intéressant cet angle d'accès, Mhm. parce que ça nous montre justement que des fois, on parle d'une affiliation sociale, Mhm. mais qu'on n'a pas nécessairement, après, l'idéologie qui suit.
OK. Les hommes sont plus complexes que les idéologies et les affiliations. Mmh. Mais il y a un truc qui m'a frappé d'ailleurs, je sais pas comment tu peux l'expliquer, c'est les Israéliens, cette, culture de revendication d'appartenance à un groupe qui est très importante. Comment tu le définis ça? Comment tu l'expliques? Pourquoi en Israël, c'est hyper important de dire: «Ah moi je suis Chiloni, moi je suis Haredi, moi je m'habille comme ça, moi je m'habille comme ça, moi je mets une kippa». Alors il y a ce 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 phénomène de la kippa, de couleurs et de textures différentes quand je suis arrivé en Israël. Tu mets une kippa noire velours ou tu mets une kippa, sruga tissée, en tissu, de couleur, ça dit complètement autre chose sur toi et on te remarque pour ça. Comment tu l'expliques en fait, cette Je sais volonté? je sais pas comment l'expliquer, mais c'est quelque chose qui me fait tellement mal. Ah, tu trouves que c'est négatif? Bah, disons que, je te vois de l'extérieur. Je vois que tu as une kippa de telle couleur, tu es habillé de telle façon, donc je sais ce que tu penses. Mmh. Bah, non. C'est-à-dire en vérité et on ne peut pas cadrer, enfermer les personnes dans des schémas, vestimentaires. OK. Tu comprends? Donc la question sociologique que tu poses, elle est hyper importante. C'est-à-dire, pourquoi ce besoin? D'où ce besoin de se déclarer, de s'affilier? Bah, on dit souvent les juifs en dehors d'Israël sont avant tout juifs avant d'être justement, Ouais. donc il y a en effet ce besoin israélien, heu, peut-être justement parce que, on a une idéologie dans chaque groupe tellement, dans ses bases en tout cas, tellement différente qu'on n'a pas envie de se retrouver identifié à l'autre. Et puis peut-être qu'il y a quelque chose de fondamentalement juif là-dedans, tu sais? De se différencier? Bah, tu sais, on parle des mouvements, on parle des différents groupuscules du judaïsme depuis les temps anciens. Peut-être que cette tendance à dire: «Nous ne sommes pas une seule chose, Mmh. nous ne sommes pas une sorte de grand, mixte, mais on a des différences». Elle s'exprime en Israël par, des éléments extérieurs, de style vestimentaire, de style, mais c'est quelque chose qui est difficile, hein. Moi, je sais qu'en Israël, j'ai vécu en Israël, tu sais, dans très longtemps, hein, et je vis en Israël encore. Pour moi, je Mmh. sais pas, j'ai jamais quitté la terre d'Israël pour moi. Mais, c'est quelque chose qui est tellement dur parce que, mais quand tu as des affinités avec chacun des groupes, Mmh. moi, je me sens très proche du monde Haredi. Dans quoi? Dans le rapport à l'étude, dans la primordialité de la Torah. Pour moi, c'est essentiel cette histoire-là. C'est-à-dire que je vois quelqu'un qui vient du monde Haredi, on n'a pas besoin de faire d'introduction supplémentaire. Mmh. Qu'est-ce que tu étudies en ce moment? Comment tu comprends ça? Quel est Donc tu te ton retrouves facilement dans ce groupe-là? au Tu te niveau de sens à l'é au l'aise? niveau de l'étude. OK. Mais par contre, dans ce qui va, toucher au fait Israël, l'État d'Israël, la dimension, providentielle de l'État d'Israël, on ne sera pas d'accord. Mmh. Dans un certain rapport même à la modernité, on ne sera pas d'accord. À quoi tu fais référence? Tu fais référence, par exemple, aux différences que le Rav Kook il apportait, de dire que, Herzl et Ben Gurion, c'était, Mashiach ben Yosef, c'était le Mashiach avant le Non, Mashiach. sans rentrer dans les dakouyot, c'est-à-dire dans les détails théologiques de la pensée sioniste religieuse. Avant même cela, OK. je considère moi l'État d'Israël comme étant un phénomène majeur de l'histoire juive Mmh. du XXe siècle et d'une façon générale, des 20 siècles derniers. Mmh. Donc c'est majeur. Je considère qu'il y a eu une cassure, il y a eu une rupture, il y a quelque chose de nouveau. Mmh. Alors que dans la conception harédite, il y a un continuum avec peut-être un petit, hein, au niveau de la sismographie, avec un petit pic. Mmh. Moi, je considère qu'il y a il y a quelque chose de totalement nouveau qui s'est passé. À Bon, la création de l'État d'Israël. voilà. Maintenant, D'accord. avec des Chilonim, par exemple, mais je me sens surtout des Chilonim israéliens, Ouais. mais je me sens frère et sœur d'une façon incroyable. Et notre expérience à nous du kibbutz, on a vécu en kibbutz, tu sais, religieux, Combien d'années tu as vécu en kibbutz? 12 ans, Avec, toute la panoplie? toute la C'est-à-dire je trais panoplie, les vaches, toute la je panoplie. mange avec, mes collègues, mes enfants dorment pas chez moi? Non, les enfants dormaient à la maison, ça a été annulé depuis longtemps dans les kibbutzim OK. et même dans les kibbutzim religieux. Moi, j'ai Et une amie oui, comme ça, qui a grandi comme ça. ah ouais, mais c'est Ouais. en tout cas et moi donc moi je me sens frère avec mes frères Hilonim, alors qu'on ne partage pas du tout les mêmes visées théologiques. OK. On ne croit pas la même chose, on ne mange pas la même chose, on a une vision, pour l'avenir absolument différente, radicalement différente, mais il y a quelque chose qui nous unit, qui est de l'ordre du renouveau, du nouveau juif. D'accord. Du nouveau juif. Ouais. Avec les traditionalistes, je me sens extrêmement proche également, alors qu'on pourrait dire que c'est une identité en fait qui fait une sorte de sélection. Ça je le fais, ça je le fais pas. On a du mal à comprendre c'est quoi cette catégorie-là. Mmh. Moi j'aime beaucoup cette façon authentique d'un juif de dire ça je le fais parce que je le sens, et ça je le fais pas parce que j'ai pas envie. Alors même si moi au niveau personnel je le pense différemment, mais
Mais j'apprécie de voir quelqu'un qui, de façon authentique, va vivre son identité juive sur ce mode-là. Mmh. Tu vois, donc en fait, on a des groupes différents, c'est vrai. Mais tout ça pour te dire en fait que voilà, on peut des fois partager des choses communes avec des personnes qui sont radicalement différentes. Et en tant qu'Israélien, avec le juif diasporique, et du fait que je suis né en France, et que j'ai grandi en France, et que Mmh. maintenant je suis en Suisse, bah, évidemment que j'ai quelque chose de très fort qui me dit que l'expérience diasporique d'Israël a quelque chose d'énorme à enseigner même au peuple d'Israël, en terre d'Israël aujourd'hui. La conception de la communauté, Mmh. comment on a perduré à travers 2000 ans d'histoire, tu vois. Donc je me dis qu'on a ces différents groupes, mais quelque part, c'est vrai qu'avec un petit peu de volonté, je pense qu'on peut trouver chez chacun vraiment quelque chose de grand. Mmh. Enfin, on revient à l'état des lieux. Non, mais c'est hyper beau ce que tu dis et puis ça donne de l'espoir. Parce qu'évidemment, le but, je pense, c'est, qu'on soit tous dans la paix, qu'on réussisse à avoir les bons côtés de chacun, de chaque groupe. Toi, tu as eu cette chance à travers ton parcours et on en parlera dans un autre podcast, à travers ta vie, d'où tu viens, où tu as travaillé, où tu as étudié, de voir tous ces groupes, de te mélanger à tous ces groupes. Donc, tu étais un petit peu, tu as fait en quelque sorte une investigation dans chaque groupe. Tout le monde n'a pas cette chance. Et puis, toi et moi, on est des hommes intelligents. On sait très bien que la Tu as majorité. dit un truc important là. Ah, Tu peux arrêter là, c'est bon. je m'arrête. Fin du podcast. Allez. Non, mais on est des personnes qui réfléchissent et on sait très bien que d'un point de vue sociologique, la majorité des gens sont là où ils sont parce qu'ils ont grandi dans cet environnement. C'est-à-dire que la majorité des Haredim, ils sont Haredi parce qu'ils ont grandi dans une famille Haredi. Les Chilonim, c'est pareil. Ouais. C'est les valeurs qu'ils ont reçues étant enfants, c'est leur schéma de pensée. Euh, donc on peut pas leur en vouloir. D'ailleurs, moi, il y a un truc de la loi juive qui, dis-moi si je me trompe, qui m'a beaucoup touché. Il y a un principe de halakha qui dit quelqu'un qui ne connaît pas une halakha et qui transgresse n'est pas fautif. C'est vrai et faux. Ok. Quelqu'un qui vient et qui te dit oups, j'ai tué mon voisin. Ah, mais je savais pas que c'était interdit. Bah là, tu pars dans un extrême. Ah bah, oui, mais c'est-à-dire qu'il y a des choses, en fait, comment est la règle juridique en français? Mhm. Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a certaines fois, tu ignores la loi, alors tu ne peux pas évoquer cette méconnaissance pour ne pas être puni. C'est pareil dans le monde de la halakha. Ah, c'est la Hein. même expression. C'est-à-dire que je vais citer un rabbin très important, Rabbi Shmuel Angel, qui a écrit un livre, Otsar Nechmad, qui est un livre de commentaires talmudiques et halachiques. Ok. Et là-bas, il dit clairement que le Issour Sikhli, que l'interdiction rationnelle, a le même statut que l'interdiction thoraïque. Ok. Et donc, tu ne peux pas évoquer la méconnaissance parce que c'est quelque chose qui est en fait du sens commun. Donc ça marche pas du tout ce que j'ai dit Donc, comme principe. en termes de morale, ça ne marche pas. Ok. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas l'importance du Shabbat va être réprimandé pour la transgression du Shabbat? Alors, c'est un grand débat dans le Talmud. Ayodéa Ikar Shabbat, c'est quelqu'un qui connaît le Shabbat, mais qui ne fait pas le Shabbat. Mhm. Alors, ça dépend quelle est la mesure de sa méconnaissance. Est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui ne sait même pas du tout qu'il existe le Shabbat? Mhm. Quelqu'un qui n'a même pas idée que le septième jour, c'est un jour spécial. Alors, évidemment, tu ne peux pas venir et lui dire, mon ami, tu es passible de différentes choses. Mhm. Donc, c'est vrai que ça dépend, en fait, du cadre de la méconnaissance. Et je dirais même qu'au XXe siècle, il y a eu un débat passionnant là-dessus, justement, au sein du monde religieux, Mhm. pour définir la relation au laïc. Au laïc. Ok. Et C'est un certains ont débat voulu... entre les grands rabbins. Oui. D'accord. Et alors, un des grands rabbins du monde, Haredi, justement, le Chazon Ish, Mhm. donc XXe siècle, hein, qui lui, donc c'était un génie de la Torah, attention, hein, on parle pas de... Quand je dis un génie de la Torah, il faut comprendre l'envergure du phénomène. Ben lui, justement, écrit dans ses textes que le public qu'on considère laïque aujourd'hui, eh bien, il faut le voir sous l'angle d'un public qui a été en fait pris en otage, en captivité. Ok. C'est ce qu'on appelle dans le texte de Maïmonide, Tinok Shenishba. C'est à comparer à un enfant qui a été pris en captivité lorsqu'il est né. Il a été éduqué et élevé dans un monde radicalement différent. Une autre langue, d'autres normes, d'autres us et coutumes. Mhm. Et quelque part, ensuite, tu viens et tu fais pourquoi tu fais pas comme moi? Pourquoi tu parles pas ma langue? Il va dire mais c'est pas de ma faute. Je ne suis pas, J'ai pas été élevé j'ai pas été là-dedans. J'ai élevé pas là-dedans. reçu une éducation juive. Je n'en sais rien. Et donc, cet argument-là qui avait été donné par le Rav, le Chazonish, alors, avait été en effet, on va dire, accepté par beaucoup de rabbins
du XXe siècle, il y avait encore au moins 5 ou 6 arguments qui avaient été évoqués pour juger favorablement le monde laïque. Mhm. Mais par exemple, depuis environ 15 ans, 20 ans, en Israël, il y a des rabbins qui, eux, posent une question sur cette vision. Ils disent, attends, tu ne peux pas dire d'un juif israélien laïque qui vit en Israël avec un calendrier juif, Qu'il qui y a une sait que synagogue en bas de la maison. voilà, il voit que Pessah, on mange pas de pain. Enfin, il y a une culture minimale israélienne. Mhm. Tu peux pas dire qu'il est Tinoch chez Nishba. Mhm. Tu vois, et Ouais, donc, parce qu'il est en plein milieu dedans. parce qu'il est en plein milieu dedans. Voilà. Tu vois, mais bref, donc c'est vraiment une façon de réfléchir. Et il y a des conséquences également, je dirais, au niveau juridique, au niveau de la halakha, ça. Mhm. Tu comprends? C'est beaucoup plus complexe en fait. Toujours. Alors, ce que je te propose, c'est que maintenant, on s'attarde sur le groupe des Datim Leumim, D'accord, donc les sionistes religieux. d'accord. Qui sont-ils? D'où ils viennent? Qu'est-ce qui les différencie? Depuis combien de temps ça existe? Est-ce qu'ils sont plus du côté orthodoxe ou plus du côté laïque? Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? D'accord. Donc, on ne parle pas pour l'instant du monde libéral, conservatif, on en parlera peut-être après, ou alors Voilà, en rapport à. voilà, D'accord, si très ça te bien, va. très bien. Alors, le sionisme religieux ou le sioniste religieux, en fait, tu sais, chacun de ces groupes, en fait, te dira, tu poses la question à chacun des groupes là dont on parle, il te Mhm. dira, mais tu es né quand? Et ils vont te dire quoi? Depuis Bah, toujours. depuis toujours, j'ai toujours été là, j'ai toujours été là. J'attendais, j'attendais uniquement qu'on m'appelle. Euh, Mais aujourd'hui, il y a des codes sionistes religieux dans ouais, le look vestimentaire, dans la manière de penser, dans la manière de voir l'État d'Israël, la alors manière de c'est vrai. pratiquer. Bon, alors, de toute façon, allez, le monde sioniste religieux, c'est un peu comme si tu veux le monde Haredi. De l'extérieur, on a l'impression qu'ils sont tous les mêmes et qu'il y a une pensée unique. Mhm. Et dès que tu rentres un petit peu en profondeur, tu vois la diversité, la pluralité, les oppositions. Ok. Chez les Haredim, on a les Haredim de différentes sortes, les Lituaniens, les Séfarades. Et puis tu as les Chassidim, c'est un autre groupe qui aujourd'hui Mhm. est affilié aux Haredim, mais ils ne sont pas vraiment Haredim. Ça, on va en parler après. Voilà, mais tu vois, donc quand tu rentres dans le monde religieux sioniste, ben c'est pareil. Mhm. Tu as en fait une sorte de grand groupe, mais c'est marrant parce que je sais que dans le monde Haredi, il y a une façon de qualifier les sionistes religieux, on appelle ça les Mizrochnikim. Ça veut dire quoi? Mais, alors, les Mizrochnikim, c'est ceux qui sont les Mizrahi. Ok. Et Donc ça veut les pas dire, orientaux. ça veut pas dire les orientaux, justement. Mizrahi, c'est Merkaz Rouhani, c'était des abréviations qui avaient été utilisées pour désigner le Merkaz Rouhani, le centre spirituel. C'était en Ok. fait donc la création du sionisme religieux par le Rav Reines. Le Ok. Rav Reines, qui est donc en 1902, je crois. Ok. 1902, je crois. 1902, oui. Donc, ou 1905, par là-bas, quoi. Mhm. Donc ça, c'est... Et en fait, dans le monde Haredi, c'est intéressant, on désigne aujourd'hui, chez les francophones, les sionistes religieux en disant les misros. Ok. Ah ouais. Les misros. J'avais jamais Moi, entendu. une fois, quelqu'un m'a dit, j'ai vu un livre misro. Je ne savais pas c'est qui, c'est un auteur nouveau. Mais c'est une façon, tu vois, caricaturale de rentrer, en fait, quelqu'un dans une sorte de catégorie. Hmm. C'est plus simple, quoi, c'est ça, c'est facile. Ok. Tu vois, ça me fait penser en fait à la question que tu avais posée avant, au début. Donc, pourquoi ce besoin en Israël de se catégorier? Ça va peut-être nous venir en réfléchissant à haute voix maintenant, tu Mhm. vois. Alors, sionisme religieux, c'est en fait l'identité, si tu veux, qui a considéré le retour en Israël avec le sionisme politique laïque. Donc, Mhm. on est à la fin du 19e siècle, hein, D'accord. l'émergence du sionisme politique, Mhm. et qui a considéré d'un œil favorable le retour en Israël des Juifs avec la collaboration des laïcs. Puisque le sionisme politique était originellement et surtout, je dirais majoritairement laïque, Mhm. c'est-à-dire c'était des personnes Pas qui avaient... pratiquante. Non, c'est des personnes en fait, si tu veux, qui avaient essayé l'assimilation ou l'émancipation des Juifs, sortis des yeshivot, Mhm. et puis ils ont essayé de vivre dans la société comme Juifs, émancipés, certaines fois assimilés, et puis l'antisémitisme, eh ben, hop, est venu les repêcher, les a rattrapés. Mhm. Et de là, après les différentes thèses des penseurs sionistes, comme Léon Pinsker, auto-émancipation, on ne peut pas s'émanciper au sein des nations, on sera toujours pointé du doigt, on doit donc s'auto-émanciper, et donc Il faut partir. arrêter le cycle infernal en fait. Exactement. Alors, Mhm. et après, il faut délocaliser les Juifs, les faire partir quelque part, on va Mhm. choisir Israël, bon, plein de débats là-dessus. Mais en tout cas, donc, le sionisme religieux, c'est ce mouvement qui va commencer avec donc des rabbins qui ont été perçus comme étant les énonciateurs de cette collaboration favorable, Mhm. évidemment avec en tête le fameux retour biblique prophétique en Israël. Hein, c'est pas non plus une nouveauté de l'histoire juive. Hein. On attendait le retour depuis longtemps. Mhm. Le Rav Molivar, Shmuel Molivar, le Rav Nissenboim, le Rav Reines, le Rav Elkalaï, hein, ces rabbins-là importants qui eux disent mais oui, il faut aller avec ça.
Souvent, on dit le sionisme religieux, c'est le Rav Kook, mais pas que. Et surtout, c'est une école différente. Ok. Donc déjà, c'est Mais important de le savoir. Rav Kook, il n'était pas là aux prémices du sionisme religieux, peut-être? Il est Le venu Rav Kook est né après? en 1865, il est mort en 1935. Ah Donc, d'accord, il ok. est mort avant la création de l'État d'Israël, Mhm, mais vous voyez bien qu'il y avait quelque chose qui se mettait en marche. Il était mhm. grand rabbin de Yafo, Tel Aviv, et puis après le grand rabbin de la terre d'Israël. C'est lui qui a Ok. fondé le grand rabbinat d'Israël, en fait. Hein. Ok. Donc, en 1922, si je ne me trompe pas. En tout cas, être sioniste religieux dans l'identité première, c'est considérer qu'on doit également prendre part à la création de cette société juive en terre d'Israël, de D'accord. cette renaissance d'un nouvel homme juif. Mhm, Pour les laïcs, nouvel homme qui coupe avec les racines juives, mhm. ou plutôt les racines de la pratique juive, plus exactement, parce que même la laïcité israélienne a conservé une identité juive très très forte, incroyable. Il y a eu dans les kibbutzim non religieux une appropriation des textes fondamentaux du judaïsme, euh, essentiellement du Tanakh, hein, de la Bible. Ils ont rejeté le Talmud, enfin rejeté, ils n'ont pas accepté au début, mais en tout cas une appropriation des fêtes, une réinterprétation du sens de la vie juive à la laïque. Ok. Donc évidemment pour quelqu'un qui considère que le judaïsme c'est uniquement Torah ou mitzvot, Mhm. pratique de la Torah et des mitzvot, il va dire ben, ça c'est une sorte de libéralisme, de réforme, il faut absolument s'y opposer, mais quand tu regardes ça de côté, tu as un constat sociologique mais bienveillant, tu te dis on a ici des juifs quelque part qui ne veulent pas abandonner leur C'est identité comme une juive. espèce de tchouva, mais pas complète. Tchouva à moitié? Non, parce qu'ils n'étaient pas dans une démarche de tchouva du tout. C'est pas une démarche. Au contraire, il n'y aura pas de synagogue chez nous. Il n'y aura pas de bon Dieu. Il n'y aura pas de cachère. On va Mhm. même aller dans une action des fois extrêmement provocatrice par rapport à la pratique juive. Mais il y a quand même cette idée que ça nous appartient. D'accord. Bon. Alors là, Donc, tu nous as parlé de la genèse alors, donc, des sionistes religieux. Est-ce donc que le tu sionisme peux avancer religieux, un petit peu pour alors nous dire voilà. comment est-ce qu'ils se définissent aujourd'hui et c'est quoi leur différence avec les autres groupes? Alors, merci. Alors d'abord, le sionisme religieux, il faut que tu me cadres, hein, Nathan. Ah Donc, oui, il faut y aller parce que... donc d'abord, le sionisme religieux, c'est-à-dire, c'est considérer que on ne peut pas être passif dans l'histoire juive. Ok, Il faut être activiste, il faut agir. Donc on a attendu pendant 15 siècles, 16 siècles, 18 siècles, Mashiach, il n'est pas venu, on prend nos clics et nos claques, on va agir. d'accord. Conception juive qui apparaît également dans la tradition. Donc c'est ça. On va agir en faisant quoi? En Ben, on va créer un s'implantant en État, Israël? on va partir, on va pas imaginer que l'antisémitisme foudroyant qui vient et qui nous tue, quoi. Hmm, Hein, rappelle-toi, à la fin du 19e siècle, les pogroms de Kishinev, les pogroms, tous les 2 matins, il y avait un pogrom, quoi. Donc tu avais le sentiment que le peuple juif est en train de disparaître, est en train de se faire massacrer. Il ouais. faut le prendre, le délocaliser et le mettre autre part. Tous les 2 matins, il y avait un 7 octobre Voilà, 2023 en fait. exactement. Donc tu comprends, non la conscience. Alors tu as face à cela ceux qui vont dire c'est ça le lot du juif en exil, parce que nous sommes exilés, donc punis, et on baisse la tête jusqu'à ce que le Mashiach, par voie miraculeuse, viendra nous chercher. Il y a des gens qui disent ça. C'est la conception harédite, Encore aujourd'hui? originellement. Alors aujourd'hui, on en parlera peut-être, il y a des évolutions sans arrêt. D'accord. Mais dans les groupes qui sont les groupes, on va dire, les plus hard du monde haredi, encore aujourd'hui, Neturei Karta, Satmer, c'est des gens qui sont vraiment là-bas. D'ailleurs, qui s'opposent aujourd'hui, d'une façon virulente, à l'État d'Israël, Mhm. parce que l'État d'Israël a changé le cours de l'histoire métaphysique en introduisant l'activisme, alors que disait, mais non, il n'y a pas d'activisme. Il faut attendre, comme la sortie d'Égypte, il faut faut attendre attendre. Mashiach. Exactement. Tu vas contre Ouais. la volonté de Dieu. Oui, c'est Neturei Karta, c'est ce groupe de juifs à New York qui manifestent dans des manifestations Voilà. pro-palestiniennes, Voilà, ils sont à New York, ils sont un peu avec à une Londres. croix sur le drapeau d'Israël. Voilà, voilà. Mais c'est des minorités dans des minorités, C'est ces des gens-là. minorités, mais tu sais, les petites minorités sont souvent les minorités criardes. Ouais. Et donc, évidemment, on leur donne le micro et puis on a l'impression après qu'elles représentent quelque chose. Mais tu connais le proverbe un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Voilà, exactement. Eh ben, c'est très intéressant parce que ça va vraiment dans ce sens. Ouais. Bon, on n'a pas parlé des Datim Lomim du coup. Datim Lomim. Donc on a Datim Lomim qui au début vont partir et vont... une partie ils vont devenir des kibbutznikim, vont Mhm. partir dans les kibbutzim, vont fonder des kibbutzim religieux, Mhm. d'autres dans des moshavim, des petites fermes agricoles également, Ok. et d'autres vont devenir des bourgeois. Qui vont, c'est-à-dire des bourgeois, pas les bourgeois gentilshommes, hein, mais ils vont devenir des bourgeois, c'est-à-dire ils vont rentrer en fait dans une vie qui ne sera pas nécessairement liée au renouveau agricole de la terre d'Israël. Ils vont avoir des métiers normaux et ils vont en fait considérer que être juif sioniste religieux, c'est être un juif qui est sioniste, car qui soutient l'État d'Israël, Mhm. le développement de l'État d'Israël, et puis qu'il y a ici quelque chose d'incroyable dans l'histoire juive, et on va investir tous les Ouais, moments de la vie.
tous les moments, tous les tous secteurs. les secteurs de la vie. En fait, est-ce que c'est un peu l'archétype du juif qui étudie, qui travaille, qui fait l'armée? En fait, c'est ça un petit peu? Si tu veux, c'est ça. Et alors, tu vas me poser la question, en quoi c'est différent du juif normal, on va dire, qui vit en dehors d'Israël, qui Mhm. aussi a une activité professionnelle, à un Ouais. moment, il va à la synagogue. Parce qu'en vérité, il y avait quelque chose qui était lié à la conception de l'immanence, c'est-à-dire tout est Kodesh. C'est pas uniquement qu'il y a un monde religieux et un monde profane. Ça, Quand c'est je un vais à la synagogue, principe du monde d'Atiloumi? oui, qui a Que été tout est Kodesh? oui, oui, c'est Une découverte scientifique pour, par exemple, soigner un cancer, c'est Kodesh, c'est ça. oui, bah oui, parce que Faut c'est y aller, parti faut parce que c'est l'étudier. l'activisme, parce que l'activisme, c'est le fruit justement de la volonté de Dieu, c'est-à-dire de l'intelligence que Dieu a mis en toi et donc il veut que tu en sortes le maximum. Celui qui a mis en avant tout ça, c'est évidemment le professeur Dov Schwartz, qui est un professeur en Israël à Bar-Ilan, qui est le premier à avoir commencé les recherches sur la théologie du sionisme religieux. Il a écrit une flopée de bouquins jusqu'à maintenant, mais en tout cas, un de ses premiers livres, justement, c'était en mettant en avant la pensée sioniste religieuse dans sa version des premiers penseurs dont j'ai parlé, le Rav Reines, tout ça, donc l'immanence. Mais est-ce que c'est pas un peu réducteur? Parce que là, tu es en train de créer une dualité entre l'activisme sioniste religieux et le passivisme ultra-orthodoxe, en fait. C'est ça que tu es en train de nous Ça veut dire. dire que si tu regardes cette différence avec des yeux contemporains, la société a évolué et tu vas me dire c'est plus vraiment ce qu'on voit aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. On a de plus en plus en Israël de personnes affiliées au monde Haredi qui vont travailler, qui vont également prendre des postes voilà, importants, Qui vont s'engager dans l'armée qui vont aussi. s'engager dans C'est pas la l'armée. majorité, mais il y en a. Voilà, Il y a une exactement. espèce Non. de Mais mouvement c'est-à-dire comme ça qu'on qui. on voit bien tu vois, que ces différences idéologiques sont en mouvement Hmm. constant. En fait, c'est comme si tous les groupes se rejoignaient au fur et à mesure, Voilà, quelque part, sur une espèce de base commune voilà, exactement. idéologique. Maintenant, je vais te donner, si tu veux, pour être rapide et répondre à ta question, Ouais. différents moments. Donc, on a les premiers moments donc, du sionisme religieux qui n'est Mhm. pas spécialement messianiste, messianique. Il n'y a pas de sionisme sans messianisme, il n'y a pas de judaïsme sans messianisme. Aujourd'hui, le messianisme est devenu un gros mot. Messianique, on a l'impression que c'est des starbés, des allumés, des personnes qui vont changer le monde. Et tu vois, non, il ne faut pas non plus être messianiste dans le sens d'espoir, de vouloir un monde meilleur, de ne pas se suffire de ce qu'on a. Ouais. Donc, mais le premier moment sioniste religieux n'était pas un moment qui mettait en avant la dimension messianique, c'est-à-dire on va sacrifier le présent sur l'autel du futur. Mhm. Non, c'était vraiment, comme le Rav Reines disait, Pikuach nefesh la klal. Il faut sauver la collectivité en les délocalisant et les mettant en Israël. Deuxième moment, Ça, c'est la valeur ultime. oui, Sauver la vie des Juifs, oui, c'est ça. à C'est tout pour ça que prix. le Rav Reines, d'ailleurs, avait été prêt à accepter l'option Ouganda. Ah, il était au congrès sioniste? Oui, il était prêt à Comment tu dis le Rav? Reines? Reines. Reines. Le Rav Donc, il était dans Reines. les congrès Il sionistes? faisait partie de tout cela. Il était prêt à accepter lui-même Mhm. l'idée d'Ouganda parce que Ouais. pour lui, il fallait sauver Willy, il fallait prendre le peuple juif et le mettre quelque part. Alors que qui s'est opposé à la proposition Ouganda? C'est les Tzionés de Sion, c'est-à-dire les laïcs, hein, souvent. Ah non, 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 Ok. on revient en Israël. Donc tu vois, les catégories, elles s'entremêlent. Ouais. On revient en Israël parce qu'Israël, c'est la nation ancestrale. Deuxième moment du sionisme C'est drôle, ça, religieux, quand même. c'est le Rav Kook. Donc le Rav Kook, ce penseur d'une envergure, d'une profondeur inégalable au Mhm. XXe siècle, Qui nous éclaire encore aujourd'hui qui de est tout un tas clair, d'ouvrages. lui a vraiment mis en place cette dimension métaphysique messianique du sionisme. C'est Dieu qui est là, c'est la volonté de Dieu, Mhm. et il y a un changement radical de toutes les catégories religieuses qu'on connaît. C'est la petite métaphore que tu me disais sur Historia, Estheria, le dieu Voilà, caché dans l'histoire. voilà, c'est son fils hein, C'est- qui avait mis ça en avant, le Rav Ah Tzvi oui, ah Yehuda. oui, je me souviens. Mais donc là, c'est l'école du Rav Kook qui va Mhm. ensuite, donc qui n'était pas majoritaire au sein du mouvement d'Atil Leomi pendant des années. C'était des Mais marginaux au oui, début, c'était vraiment ils un étaient petit là. groupe. Il y avait la yeshiva et la yeshiva Merkaz Arabe, qui était la yeshiva du Rav Kook, une yeshiva très importante, c'est vrai. Mais avant 67, on n'a pas de présence massive du monde d'Atil Leomi dans la version du Rav Kook dans toutes les institutions sionistes religieuses comme aujourd'hui. Donc avant 67, c'est-à-dire avant la reprise de Jérusalem. Exactement, parce que là, Mhm. tout d'un coup, les guerres, tout le monde attaque Israël, et là, tout d'un coup, on a une sorte de révélation. Mais en fait, on n'est pas seul, on a Dieu qui est avec nous. Mais bien sûr que ça peut être que ça. Mm. Et donc là, tout d'un coup, on Ouais, c'est a, la seule explication. 5 pays qui nous attaquent, un si petit groupe. voilà, donc il y Et a un c'est miracle. qu'un miracle qui peut Voilà, faire et quelque donc chose. l'État d'Israël n'est pas un fait anodin de l'histoire, c'est pas un détail de l'histoire. Mhm. J'avais une fois entendu un ami qui m'avait dit un mot très intéressant, euh, et qui m'avait dit que au XXe siècle, il y avait deux startups juives qui avaient réussi.
2 startups du monde juif qui ont réussi. Mhm. C'est quoi? Bah, l'État d'Israël. Donc le sionisme Ouais. et Chabad. Ok. Bah oui, l'État d'Israël, c'est l'idée folle de créer un lieu, un État d'Israël, un État juif. Mhm. Pour les juifs, c'était fou et ça a marché. Mhm. Et Chabad, c'était l'idée folle d'aller aux 4 coins du monde aider les juifs, où qu'ils soient et Ouais. qui qu'ils soient. Ah, c'est beau. C'est À intéressant comme idée. Katmandou, en Voilà. Thaïlande, aux Maintenant, États-Unis. regarde bien que ces 2 Ouais. mouvements sont quand même qualifiés de messianiques. Par qui? C'est-à-dire qu'il y a une dimension, il y a une tension messianique au sein de ces mouvements. Le sionisme religieux tend à arriver à la rédemption. L'État Mhm. d'Israël, c'est ça le Rav Kook, hein, c'est le socle de la Géoula, le Mhm. socle de la rédemption. La rédemption va se créer sur la base de ce renouveau politique, l'État qui va évoluer, avancer. C'est ça la conception du Rav Mhm. Kook, hein. La conception du Rav de Chabad, c'est justement, mais insufflé beaucoup par le dernier Admor, hein, par le dernier rabbi, c'est justement que il faut aller aux 4 coins du monde chercher et faire venir le Mashiach. Ouais, donc en fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a une espèce de mouvement naturel, aller chercher les juifs qui sont loin pour qu'ils redeviennent juifs, Ouais. et une fois qu'ils le sont, qu'ils reviennent sur la terre d'Israël Bon, pour ça c'est accomplir les prophéties. alors ça c'est un 3e mouvement que tu es en train de créer à ce moment-là. Ouais. on On va, peut adhérer on ou va pas. déposer le brevet. Et c'est-à-dire que là, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement la dimension qui est la plus présente chez Chabad. Mhm. Chabad n'ont pas nécessairement de besoin. D'ailleurs, Chabad, dans les textes premiers de Chabad, et même pas premiers, n'adhère pas à l'idéologie sioniste. Au même titre que les Haredim ne sont pas sionistes, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas dans l'État d'Israël quelque chose de providentiel. D'accord. Mais par contre, il faut protéger les Juifs où qu'ils soient. Mhm. Évidemment, la terre d'Israël, on ne peut pas imaginer que c'est une terre comme une autre, donc Mhm. mais il y a des conditions. Bref, donc ça, c'est le deuxième moment Rav Kook. Ok. Le Rav Kook et ensuite, donc lui, ses élèves, son fils, vont développer une théologie extrêmement complexe et ramifiée, et surtout un monde d'institutions. Toutes les yeshivot, du monde sioniste religieux, les formations des profs, des rabbanim, Mhm. vont venir de là-bas et donc vont quelque part, si tu veux, mettre sur le terrain l'idéologie du Rav Kook et de Mhm. ses élèves au sein de la majorité des institutions du monde sioniste religieux. Donc D'accord. c'est pour ça qu'on a ce discours du Rav Kook qui est bien plus omniprésent que d'autres discours qu'on avait avant. C'est le plus grand penseur du sionisme religieux aujourd'hui, Alors, je ne sais pas, je peux pas donner des notes, moi, hein, mais c'est un penseur mais en termes incontournable. d'impact. En Est-ce termes qu'il y en d'im- a un autre aujourd'hui qui est Ben, aussi on avait important? beaucoup, justement, c'était, si on avait le temps de parler de ce mouvement-là d'une façon plus profonde, je peux te citer 50, 60 personnes qui ont été très, très marquantes dans l'histoire du sionisme religieux, qu'on Mhm. a oublié aujourd'hui. Le Rav Katriel Fischel Trorch, tu as entendu ce nom-là une fois? Non, jamais. Moshe Ouna, tu as entendu ce nom-là? Non. Voilà. Le Rav Nathan Zvi Friedman, il y a une tendance un peu haredi, mais on n'a pas entendu. Le Rav Neria, enfin, et comme ça, tu vois, Mhm. une flopée de. Bref. Donc, ça, c'est le deuxième moment Ok. du sionisme religieux. Troisième moment, c'est. Bon, le Rav Kook avait également des élèves passionnants comme le Rav Anazir, le Rav David Cohen, le Mhm. Rav Harlap, des grandes élèves. Troisième moment du sionisme religieux, c'est, je vais le définir par rapport au démantèlement des localités juives dans la bande de Gaza. On est en 1995. Attends, démantèlement, c'est en quelle année la Hitnatkut? Le démantèlement des juifs en Non, c'est en 2005. En 2005. 2005, pardon, en 2005. Voilà. À ce moment-là, il y a eu une crise dans le monde d'Atiloumi. Ok. Parce que si on est en période d'évolution, de messianisme, donc d'aller en avant vers une rédemption, Mhm. et donc récupérer la terre d'Israël, tout d'un coup, il y a un recul. Donc part- on va à l'inverse on va à de l'inverse de nos la- valeurs. Voilà. Et donc là, ok. on a quelque chose qui est de l'ordre de l'étonnement, de la surprise. Et là, donc, dans le monde d'Atilomi, on a certains qui disent non, mais c'est reculer pour mieux sauter. Et d'autres qui Ouais. disent attention, peut-être qu'il faut manipuler le concept de messianisme avec un peu de précaution. Et on a Ok. autour de ces années-là, et je dirais même depuis le début des années 90-95, des mouvements au sein du monde d'Atilomi Mhm. qui regardent le monde et qui se disent est-ce qu'on ne peut pas penser maintenant à un sionisme religieux 2.0? C'est-à-dire, quelle est la place du messianisme? En quelle mesure on regarde les voisins palestiniens qu'il y a là? Mhm. Et c'est pas uniquement arrivé à des affiliations de la gauche israélienne, hein, pas du tout. Il y en avait également qui ont créé, en effet, au sein du mouvement d'Ati Leoumi, des mouvements de gauche israélienne. Ok. Le mouvement Memad, avec le Rav Amital, le Rav Lichtenstein, le Rav Yehuda Gauche Gilad, religieux? gauche religieuse. D'accord. Voilà.
Et alors, on a un mouvement passionnant, et là, j'en parlerai uniquement au niveau donc de l'idéologie, euh, d'une sorte d'arrêt sur image de rabbins qui disent et si on commençait un petit peu à regarder à droite et à gauche et à ne pas penser qu'on a la toute vérité entre nos mains. Et si on commençait à regarder vers le monde de la chassidoute, par exemple, Ok. en quelle mesure la chassidoute, qui n'a pas fait partie du hardcore du programme d'études de la yeshiva, Mhm. sioniste religieuse, en quelle mesure ça peut nous aider? Tu te rends compte? Le monde d'Atil il parle du collectif, de l'histoire du peuple. Mhm. C'est très collectif. Tu vois, un des mots qui revient sans arrêt, c'est il faut être klali. Klali, c'est pas penser à toi, c'est être général, collectif, pour le peuple. Une sorte de mise un petit peu entre parenthèses de l'individu et de ses besoins. Ok. Et là, on dit, viens, on regarde peut-être dans le monde de la chassidoute. Et là, tu as le Rav Chagar, un rabbin passionnant, qui commence à réfléchir et qui va introduire les textes de la chassidoute au sein de la yeshiva d'Atil. Mhm. Ça, c'était, je te dis, il y a 20 ans, 25 ans. Hein. Ok. Au moins Donc c'est 25 tout ans. récent. Oui, 25 ans, 30 ans. Et à la suite de ça, il y a un nouveau mouvement qui se met en place, justement, où on parle plus de chassidoute. Certains appellent ça la néo-chassidoute. Ok. Hein, un professeur à Jérusalem, Eli Holzer, parle de néo-chassidoute, où on commence à rentrer un discours sur l'individu, les besoins de l'individu au sein du monde sioniste religieux, axé sur les textes de la chassidoute, mais sans abandonner la conception sioniste religieuse, en minimisant peut-être la dimension messianique, Mhm. mais et en étant un peu plus à l'écoute des besoins de l'individu, comme dans le monde de la chassidoute. Mhm. La chassidoute, c'est essentiel dans la vie d'un juif. On ne peut pas sans chassidoute. Bah, justement, ce que j'allais te proposer, c'est que je pense qu'on a bien parlé du sionisme religieux. Il y a encore plein de choses à Ouais. dire. Mais là, tu l'as évoqué à plusieurs reprises. Et c'est vrai que c'est un mouvement qui est essentiel, la chassidoute. C'est tout un groupe, les chassidim, qui sont aussi différents au sein du même groupe. Il y a différents petits groupes. Ce que je te propose, c'est que on s'attarde sur ce mouvement-là, sur ce groupe-là. Ok. On a combien de temps? On a 15 minutes. Allez, très Mais bien. bon, de toute façon, euh, 'fin, c'est tellement complexe, encore une fois, on l'a dit et répété. On pourrait passer des heures et des heures et des heures sur un mot, sur un groupe, Ouais, bien sur. sûr. Euh, Bien sûr. mais on aura le temps d'approfondir, je pense. Alors, la chassidoute, c'est un mouvement qui démarre au XVIIIe siècle. Qu'est-ce que ça veut dire déjà, la chassidoute? Alors, le mot chassid, c'est un mot qui a plusieurs sens. Le mot chassid, d'abord, il apparaît dans la Torah, enfin dans la Bible. Hein. Im chassid, tit chasad. C'est-à-dire avec quelqu'un qui est, c'est dur de traduire ces termes-là comme ça, C'est bonté, tu traduis quelqu'un par. qui est dans la bonté, chesed, Ouais. tit chasad. Mais il y a des explications qui vont dans un sens comme de l'autre. Mhm. Le mot chassid, c'est un mot qui a eu différentes explications en fonction des réalités qu'il désignait. Est-ce que c'est celui qui donne sans rien attendre en retour? Alors, C'est ça la démarche? viens, on dit que le mot chassid, qui vient du mot chesed, c'est vrai, a priori, désigne un être qui est dans le don, dans une volonté d'élévation de soi, de perfectionnement de soi. Tu vois, C'est l'amour gratuit? voilà, l'amour C'est gratuit. l'empathie? Voilà. C'est. Tout ce qui est Abraham, tu vois, dans la Kabbalah, on Ouais. parle de chesed, c'est Abraham. C'est le don, c'est la Mhm. volonté d'être. Moi, j'ai une petite anecdote pour Ouais, étayer ce que tu dis. Comme tu sais, ma femme vient d'accoucher. Et en fait, on est rentré dans un groupe WhatsApp de gens, femmes et hommes, qui nous livrent des repas à la maison. On les connaît pas. On pourrait dire, on les connaît ni d'Adam ni d'Ève. On les connaît pas. Ils arrivent, ils sonnent chez nous, ils nous livrent ce repas parce qu'ils savent qu'on est dans une espèce de tension de temps et qu'on n'a pas le temps ni l'énergie de se faire à manger. Est-ce que c'est ça le chassidisme? Est-ce que c'est ça le chassid, la bonté? tu vois, tu as dit deux mots. Est-ce que c'est ça le chassidisme? Réponse non. Est-ce que c'est ça la bonté? Oui. Ok, donc c'est Tu encore plus vois? complexe. Voilà. Bon, bref, mais je vais te faire rapidement l'historique du terme. Mais bon, dans la Gemara, dans le Talmud, on parle du chassid. Mhm. On dit dans le traité Brachot, et chassidim arishonim yosheim sha'a achat. Les premiers chassidim attendaient pas sha'a, une heure. Dans la Gemara, une heure, sha'a, c'est pas une heure, c'est un moment. D'accord. Ils se préparaient avant de rentrer en prière. Ils se préparaient. Et c'est une préparation interne, intérieure, spirituelle, avant de commencer à prier. Donc le chassid, là, c'est quelqu'un qui est dans l'intériorité Celui qui du vit sa mouvement, prière sur un mode d'émotion. d'émotion, mais surtout d'une volonté de faire corps avec le projet spirituel. C'est pas uniquement quelqu'un qui va
déblatérer son sidour par cœur. Ouais. Non, non, il y a quelque chose, tu vois, de l'ordre de la Un travail de. transformation. Ouais. Ok. Mais après, on continue, on va arriver au XIe siècle, on a les chassidés ashkénazes. Ah, dès le XIe siècle? Attends, Je croyais que c'était un mouvement du 18e. justement, les chassidés ashkénazes, donc les Mhm. chassidim, on les appelle les piétistes. Voilà, c'est un terme qu'on peut désigner. De pieux. Voilà, Ouais. les piétistes allemands, eux n'ont rien à voir avec les chassidim dont on va parler du XVIIIe siècle. Mais Ok. absolument rien. Ce sont des personnes qui sont dans l'ascétisme. On a toutes sortes d'histoires comme ça, Rabbi Uda et Chassid, où en tout cas ces personnes-là veulent être dans l'application de la lettre, de la halakha, mais par exemple sont prêts à faire des choses qui sont un peu de l'ordre de la souffrance pour, ne, pour rester dans la Torah. Par exemple, il y a des histoires pour ne pas s'endormir alors qu'ils étudient la Torah. Ah oui, je Ils mettent connais. les pieds dans de la glace. Ils s'attachent les poils de la barbe Au au plafond. plafond, comme ça, si jamais tu t'endors, plop, tu te réveilles. Tu vois, on n'est pas du tout dans la dimension. Chassidim, c'est pas ça. D'accord. Les chassidim dont on va parler au XVIIIe siècle, et puis après, qui vont se développer une flopée de cours chassidiques, Mhm. c'est pas ça. C'est initié par le Baal Shem Tov, qui en fait vient et parle du cœur, Le Baal Shem Tov qui veut dire le maître du bon nom. du nom. Voilà. C'est-à-dire, on met l'accent sur le cœur. Rahmana Libabae. Alors d'où il vient? Où il était? C'est quoi sa vie? Est-ce que tu peux nous apporter un Mais petit c'est dans peu de ces ça? cas-là qu'on a besoin de Google, mon ami. Non, mais viens, on fait d'abord l'histoire du moment. Allez, Parce que on sinon, on ne pourra s'attardera pas. plus tard. Ok. Parce que là, vraiment, c'est vraiment des moments très importants. Donc, il vient et il nous dit, regarde, tu as des personnes, c'est pas des grands érudits, ils peuvent pas t'ouvrir un Talmud et te le lire comme ça, comme Mary Poppins. C'est pas possible. Elle lisait le Talmud de Mary Poppins? Et, mais par contre, ils ont un cœur. Ils ont la prière du cœur. Et qu'est-ce que tu veux? Tu vas créer une hiérarchie des juifs parce que celui-là, il n'est pas dans l'érudition et dans l'esprit affûté talmudique, qui était plus ou moins le juif de l'époque en terre ashkénaze. Attention, la chassidoute émerge en terre ashkénaze. Il y avait déjà le lituanisme existait déjà à cette époque? Alors, on va définir après le lituanisme, si tu veux, par ceux qui vont s'opposer au chassidisme. Donc le lituanisme, c'est cette volonté d'être un érudit. C'est-à-dire les mitnagdim. On va appeler ça. Mais laisse-moi arriver à ça parce que Je pour vais bien trop vite. comprendre pourquoi il y a eu des Ok. oppositions à ça, Mhm. comprendre qu'est-ce qu'ils ont amené comme nouveauté. Mhm. Donc le cœur, la dvekout. La dvekout, c'est-à-dire fais les choses d'avec en hébreu moderne, c'est la colle. C'est tu veux être collé à Dieu. Ok. Tu veux être dans l'union. Tu penses à lui tout le temps, dans Voilà. chacun de tes faits C'est et l'union. gestes. Même que je bois mon verre d'eau, je peux pas dire qu'on a bracha. Mais il y a une sorte d'union qui va se mettre en place. La chassidoute est également basée évidemment sur une conception kabbalistique, hein, sur des conceptions mystiques. Ok. Mais que mystique? Les Est-ce que c'est chassid- la base? Oui, ça veut dire que le cœur, la volonté de s'élever, c'est la base. Mhm. Et puis après, évidemment, on est dans un monde où la halakha est importante. Mhm. Mais c'est pour ça justement qu'on va avoir des opposants, comme le Gaon de Vilna, parce qu'il avait identifié dans la conception chassidique, a priori, des éléments qui posaient un doute sur leur appartenance idéologique au peuple juif. Connaît-il de la halakha? Connaît-il d'un grand concept qui est présent dans la chassidoute, le statut du tzaddik? Et ça, c'est très important. C'est-à-dire? Dans la chassidoute, dans un judaïsme classique, Mhm. tu as une question. Tu vas voir qui? Le rabbin? Tu vas voir le rabbin. Le rabbin, c'est quoi sa fonction? De La fonction renseigner connaissante. le peuple juif. C'est un être connaissant, il Mhm. connaît. Il a étudié, il connaît. Il a étudié, mais tu ne sais pas, tu vas voir le rabbin, tu lui poses la question, il te répond. Mhm. Il peut également avoir une fonction pastorale. Ça, c'est un peu nouveau aussi, hein, mais bon. C'est-à-dire qu'il va accompagner la personne dans les différents moments de sa vie, dans les épreuves, dans la détresse, dans les joies. Il a une fonction pastorale, c'est-à-dire il t'accompagne. D'accord. Mais est-ce que tu vas voir le rabbin comme étant un être qui, au niveau de ton âme, a un lien à ton âme et il va être une sorte d'intermédiaire entre toi et Dieu parce qu'il a une expérience spirituelle, mystique plus grande? Un peu comme un prophète? Non, pas comme un prophète. Le mot prophète va apparaître pour désigner le rabbi, par exemple, dans les rabbis, dans le D'accord. monde Chabad, tu vois. Ok. Navi, Nassi, Dorénou, mais qui est considéré par certains comme étant pas moins qu'un prophète. Mhm. Mais, comment te dire, le tzaddik, c'est le fait de dire qu'on a chacun une âme et que nos âmes sont connectées avec une âme plus grande, qui est l'âme du tzaddik. D'accord. Le C'est-à-dire, tzaddik, c'est le juste. c'est le juste. D'accord. Mais c'est toute une nouvelle conception qui apparaît, qui dit que tu ne peux pas avoir un accès à Dieu
Sans le tzaddik. sans le tzaddik. Mais il est tzaddik parce qu'il est né avec cette âme-là particulière ou parce qu'il l'a étudié ou parce que il a C'est que accompli des choses extraordinaires? Comment est-ce qu'on reconnaît? alors ça fait partie des discussions au sein du monde de la chassidoute. Est-ce que D'accord. c'est héréditaire? Et dans pas mal de chassidouillotes, c'est vrai qu'il y a une sorte d'hérédité de la fonction de rébé, de rabbi. Mhm. D'autres sont sortis contre cette idée-là, au D'accord. sein même du monde de la et ça a créé justement des différentes, des diverses chassidouillotes. D'accord. En tout cas, je peux dire que dans le monde de la chassidoute, on met en place la simcha, la joie, le cœur, Mhm. la dvekout, donc l'intensité du lien, Mhm. et le tzaddik. Ok. Maintenant, C'est les piliers de la en chassidoute. gros, d'accord, en D'accord. gros, je suis pas exhaustif, mais en gros, si tu veux reconnaître en quoi est-ce qu'un chassid diffère d'un juif lambda, Mhm. c'est par rapport à ça. Ok. Ok. Face à cela, on a évidemment une opposition qui dit, attendez, ce qui a fait notre spécificité à nous, c'était aussi l'étude de la Torah poussée. Maintenant, les chassidim aussi étudient la Torah, mais au début de chaque mouvement, tu sais, il y a toujours un éloignement, certaines fois, des valeurs qui sont communes Ok. pour s'autodéfinir. Oui, il y a une espèce de montée à l'extrême et après il y a un équilibre Voilà. qui arrive. Ok. Aujourd'hui, le monde de la chassidoute, il y a des grands érudits du monde de la chassidoute, très grands érudits, Mhm. même en termes de halakha, évidemment. Mhm. Bon, mais il y a eu des oppositions. Mais si je comprends bien, en fait, quand c'est arrivé le chassidisme, c'était une manière de dire, écoutez, si vous voulez vivre votre identité juive, vous n'avez pas besoin d'étudier 5 ans en yeshiva, c'est accessible, ayez une pensée très forte envers Hachem, soyez dans la joie, connectez-vous à lui, et c'est accessible dès le premier jour. C'est ça un petit peu Voilà, il y a le ça, leitmotiv. tout à C'est fait. noble, en fait, C'est comme... c'est très noble. Et il y a ça, et ça s'insère en fait dans une vision généralisée qui est, viens, on connaît l'âme humaine. La Mhm. chassidoute, si tu veux, dans ces différentes versions, c'est en fait une sorte de manipulation, de connaissance spirituelle de l'âme humaine. De quoi on est Ok. fait? Quelles sont nos tendances? Quelles sont nos pulsions, nos tentations? Et ça accompagne l'homme dans sa quête spirituelle, Est-ce que c'est aussi thérapeutique, quelque part, sans aucun doute, bien dans le entendu. questionnement qui peut nous tourmenter chaque jour? Bien sûr, il y a des personnes aujourd'hui, au XXIe siècle, qui utilisent des techniques de chassidoute, de méditation chassidoute, par exemple, Mhm. à terme thérapeutique, bien entendu. Donc c'est un mouvement hyper humaniste, en fait, qui, Humaniste dans le sens de la proximité à l'homme et l'écoute de l'homme. voilà, c'est un mouvement qui met l'homme au milieu de tout, avant Alors non, le je ne peux pas texte ou dire ça, l'étude. c'est-à-dire, Non? je pense qu'on est quand même, J'extrapole un peu trop là. regarde, on est quand même dans un monde où Dieu est au centre. C'est-à-dire, c'est un monde, même ça, Hmm. c'est une grande discussion, c'est depuis le Moyen Âge. Qui c'est qui est au centre? C'est l'homme qui est au centre du système? Ou alors c'est Dieu qui est au centre du système. Hmm. On est dans un monde théocentrique ou dans un monde anthropocentrique. C'est un débat entre Maïmonide et d'autres rabbins. Je pense que dans le monde de la chassidoute, on reste quand même dans un monde où on est dans le théocentrisme. C'est Dieu, on se tourne vers Dieu. D'accord. On est dans l'extase, Mais à travers le tzaddik. mais à travers le tzaddik comme intermédiaire. Et donc on peut pas sans tzaddik, si tu veux. On Tu peut peux plus pas. s'adresser à Dieu directement. Non, c'est-à-dire que le tzaddik, il est là parce que il te guide. Hmm. Il va te donner les instructions qui sont liées à toi. Tu es le chassid. Mais c'est Le, pas vrai le pour tous les chassid, il est le chassidim. chassid de qui? Il est le chassid de Rebbe, du rabbi. Ok. Mais dans tous les mouvements chassidiques, c'est comme ça? Oui, maintenant, il y a plein de mouvements chassidiques où il n'y a plus de rabbi. D'accord. C'est quoi les grandes chassidouillottes qu'on connaît aujourd'hui? On connaît, alors, les francophones connaissent beaucoup les chassidim de Chabad, Voilà, qui veut Lubavitch, dire Chorma, Chorma, Bina, Da'at. traduction, C'est en sagesse. fait, si tu veux, les 3 premières sphères de l'arbre séphirotique. Ok, donc Euh, sagesse, compréhension, savoir. voilà. Ok. Donc tu as Chabad, mais qui en fait, dans le monde de la chassidoute à l'échelle mondiale, n'est pas le plus grand, hein. En termes de nombre de Alors, on est, personnes, oui, mais en termes d'impact, c'est celui qui a le plus d'impact. en termes d'impact, aux 4 coins du monde, je pense que sans aucun doute, il a le plus grand impact. D'accord. Parce qu'ils sont présents Hmm. sur tous les Ils continents. font énormément de choses extraordinaires. Ils vont chercher les juifs n'importe où, ils s'occupent d'eux, ils leur donnent des repas, ils ouvrent des synagogues, ils mettent les téphilines, Voilà. ils ouvrent des écoles. Enfin, c'est. Dans l'amour d'Israël, Voilà, dans l'amour du peuple, qui qu'il soit. Hmm. Bah, tu connais ces images de Seder de Pessah à Katmandou avec, je sais pas, 3000 personnes, 4000 personnes Ouais, d'Israéliens comme ça qui partent après l'armée. ouais, Ils voyagent, ils ont besoin de se connecter à autre chose, ils se retrouvent à Katmandou à faire ouais. Pessah chez les Incroyable. rabbins.
Tu sais, je vais te dire, moi, il y a quelques années, C'est fou quand même. notre grande fille a fait, comme toute Israélienne classique, le tour des pays asiatiques, quoi. Ouais. En général, c'est Inde ou Amérique du Sud. Il y Voilà. a deux écoles. Alors voilà, chez nous, ils ont tout fait, évidemment, tu vois. Mais en tout cas, elle est partie et elle avait l'idée avec ses amis de monter l'Annapurna. Ok. L'Annapurna, c'est quand même pas une petite marche, Qui n'est quoi. pas Hein. qu'une marque de vêtements. Voilà. C'est pas une petite marche, hein. Ouais. Et donc, j'ai dit, mais comment tu vas faire? Parce que, avec toute l'admiration que j'ai pour ma fille, c'est pas non plus c'est pas une Peut-être athlète. elle t'a dit, je vais monter que à Napou. Et Ourna, je laisse tomber. Et donc, elle m'a dit, non, non, t'inquiète pas, on est parti voir le Bet Chabad et ils nous ont expliqué. Je fais, écoute, le Bet Chabad, avec tout mon respect pour le monde Chabad, je ne sais pas si ce sont des spécialistes de l'alpinisme. Et là, chacun doit garder sa spécialisation. Et non, non, mais ils nous ont bien expliqué comment faire. Ils nous ont donné des appareils satellites Ouais. au cas où il y a un problème. Et s'il y a un problème, eh ben, on appuie et ils viennent nous chercher en hélico. Arrête. Je dis, mais allez, dis-moi franchement. Et ils t'ont parlé du rabbi. Ils t'ont parlé à un moment quand même dans le Bet Rabat du rabbi. Ils ont essayé de te rapprocher du mouvement Chabad. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout. Ils sont là entièrement pour nous. Ouais. Et on avait besoin de faire ça. Ils sont là, on a besoin. Et ils ont eu en effet un petit problème. Ils ont eu quelqu'un qui s'est senti pas bien. Mhm. Et le Shaliach Chabad, il est arrivé avec son hélico. Hop, Incroyable. Avec le Donc, chapeau et tout. ouais, donc il y a quelque chose de, Génial. il y a quelque chose de l'ordre vraiment de l'amour d'Israël aux quatre coins du monde qui Ouais. est assez. Encore une fois, on peut ne pas accepter la théologie Chabad contemporaine Mm. concernant la messianité du rabbi. Et encore, il y a plusieurs groupes. Et là-dedans, il y a plusieurs groupes. Dans le monde Chabad aujourd'hui. Mais ce qui est important de dire, c'est que là, tu vois, voilà, on a un mouvement très intéressant où il y a quelque chose qui est fondamental. Chez Chabad, le rabbi, il est fondamental, on ne peut pas Mhm. l'enlever. Même 20 ans après son décès, on ne peut pas l'enlever. Et pourtant, on s'accorde à dire qu'il y a quelque chose qui est incroyable. Ok. C'est-à-dire qu'on a la capacité à s'élever au-delà des différents idéologiques Mhm. quand le lien au peuple est plus grand. Ok. Et je pense que c'est ça qui, justement, a été très important chez Chabad et dans le monde de la chassidoute. Mhm. Prenons, par exemple, une autre chassidoute aujourd'hui, c'est Satmar, la plus grande chassidoute au monde. Ah, moi, j'allais te parler de Breslev d'abord. Alors, oui, mais Parce que alors, c'est plus connu dans le monde francophone. c'est connu, mais Et vois il nous bien, reste 2 minutes. que Satmar, au niveau quantitatif, c'est la plus grande chassidoute. Hein. Ok. Mais Breslev, c'est C'est très... combien de personnes, Satmar? Je sais plus, je peux pas te dire. Je crois que c'est Ok. 120 000 foyers, D'accord. peut-être moins. Enfin, ils sont très nombreux, hein, en tout cas. Mhm. Principalement aux États-Unis? Ouais, aux États-Unis, aux États-Unis et en Israël, évidemment. C'est les deux grands pôles. Mhm. Alors, comment ils se Mais différencient? Breslev, par exemple, qu'on connaît bien, Rabbi Nachman de Breslev, donc arrière-petit-fils du fondateur de la Chassidoute, Mhm. c'est fils du fondateur. Aujourd'hui, Breslev, c'est un monde. D'abord, c'est une profondeur intellectuelle, spirituelle, un accompagnement. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on a 3 maîtres dans le monde de la spiritualité. On a le Ramchal, tu avais amené la dernière fois le livre de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, De Messilat Yesharim, Messilat La Voix des Yesharim. Justes. Messia Desharim, le Rav Kook, maître incontesté, et Rabbi Nachman de Breslev. Ah ouais? Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment une nouvelle trilogie. À propos des trilogies dont on avait parlé, tu te rappelles au début? Ouais. C'est une nouvelle trilogie. En termes de mouvement, tous les mouvements juifs actuels s'orientent vers un de ces 3 maîtres. Non, non, c'est pas ce que je dis. Je dis en fait que quand on a une volonté de recherche spirituelle, alors on va piocher dans les textes de ces maîtres et on aura de quoi à manger et à boire. Ok. C'est énorme. Parce qu'ils ont des réponses aux questions contemporaines qu'on peut se Oui, poser Rabbi aujourd'hui? Nachman est devenu une sorte de... C'était un grand maître à l'époque, mais qui n'a peut-être pas été apprécié à sa grandeur. Et Mhm. aujourd'hui, on se rend compte de la modernité, si tu veux, de l'enseignement de Rabbi Nachman. Il était en avance en fait de 500 ans, c'est ça? En Dans ses avance, ou en tout écrits, cas, dans... oui, c'est-à-dire qu'il a vécu quelque chose. C'est dur de dire qu'il était en avance, qu'il a prophétisé. Non, c'est-à-dire que ses écrits étaient sont pertinents pour aujourd'hui, Mhm. toute une génération de personnes qui voient dans son enseignement une sorte de message qui est pertinent. Alors ce que je te propose, Oui, Michael, c'est qu'on va faire comme la dernière fois, parce oui. que évidemment qu'on va pas parler en 1 minute de Rabbi Nachman de Breslev. Donc, et en fait, toi et moi, on s'aperçoit que on a trop de choses à dire sur ces grands mouvements-là. Et ce que je te propose, c'est qu'on fasse une 3e partie du 2e épisode la prochaine fois et qu'on reprenne sur
ce qu'on a commencé à explorer dans le chassidisme? Alors moi, je pense que c'est vrai, ça se tient. On doit également, pour être honnête intellectuellement, parler du monde orthodoxe moderne, Mmh. qui représente 700 000, 1 million de personnes dans le monde. D'accord. On doit également, évidemment, parler dans notre état des lieux du judaïsme mondial des mouvements dits progressistes, c'est-à-dire le mouvement libéral, le mouvement conservatif, le mouvement reconstructiviste, humaniste et différents mouvements. Mmh. On peut pas l'éviter, on doit en parler. Et puis évidemment, on va en parler à la fois d'une façon, je dirais, ouverte, Mmh. mais également, réelle. C'est-à-dire qu'on a des divergences idéologiques, Ouais. mais On va dire les choses. voilà, On va rester dans tout une à fait, réalité. tout à fait. Ça te va? Bravo Nathan, Bravo. Kol hakavod. voilà Kavod, À bientôt. à Merci bientôt. beaucoup. En plus d'un grand merci à Rav Ben Admon, juste pour terminer, je vous invite, chers auditeurs, à commenter sur les plateformes, sur Instagram, Facebook, Spotify. Je ne sais pas si on peut commenter sur Spotify. Ce podcast va être distribué en version audio et vidéo en fonction de vos préférences. Et on vous dit à très vite. Voilà, à bientôt.